à tous, on se retrouve comme promis pour cette vidéo retour sur les oraux du concours. Voilà, alors attention, je vais vous parler du concours, alors que je me trompe pas. Donc on va parler du concours que moi j'ai passé en 2021-2022 et obtenu en 2022. C'était la première année de la réforme, pour vous remettre un petit peu en contexte. Et donc on savait pas trop à quelle sauce on allait être mangé, il n'y avait pas eu de test on va dire avant nous sur les oraux, donc on n'avait pas beaucoup d'informations, on avait ce qu'on nous avait dit à l'INSPE, mais c'est tout. Donc à ce moment-là j'étais encore en master de MEF et j'étais en alternance, donc ça m'a beaucoup aidé. On reviendra à part sur l'alternance, mais... Donc comment ça s'est passé? Déjà, c'est l'année à partir duquel ils ont arrêté, au moins dans l'Académie de Lyon, de donner les notes à ceux qui avaient échoué quand les résultats d'admissibilité tombent. C'est extrêmement frustrant. J'étais fort heureuse d'être admissible parce que attendre plus d'un mois pour savoir ses notes et se rendre compte de combien on a raté les écrits, c'est extrêmement frustrant. Vraiment, je pense que j'aurais fait un ulcère à l'époque si ça m'était arrivé. J'avais déjà eu le cas l'année d'avant où j'avais eu mes notes et on avait dû les attendre genre 48 heures et vraiment j'étais dans un état pas possible. Donc les attendre plus d'un mois, c'est une catastrophe je pense. Et ensuite, quand on a eu les résultats d'admissibilité, on attend les convocations qui tombent pour savoir à quelle période on va être convoqué. Parce que les oraux durent à peu près peut-être 2-3 semaines et moi je voulais passer le plus tard possible. C'est peut-être pas un meilleur choix, peu importe, mais moi j'avais envie de passer le plus tard possible pour avoir le plus de temps de préparation et de pouvoir aussi voir, attendre les retours des camarades, de ceux qui sont passés en avance, comment ça s'est passé, etc. Et j'ai eu beaucoup de chance puisque j'ai été convoquée dans les vraiment derniers jours. J'ai dû faire la dernière session anglais par exemple. J'avais pris l'option anglais qui est entièrement optionnelle, qui ne vous enlève pas de points si vous n'avez pas la moyenne, donc c'est vraiment que du bonus. Et si vous n'avez pas la moyenne, en fait cette note ne compte pas, elle n'est pas comptée dans votre total, donc c'est que du bonus d'y aller et de faire un effort. Je m'estimais pas hyper bonne en anglais, même si j'étais pas mauvaise, j'étais plus ou moins à l'aise, mais j'aurais pu encore m'améliorer. Et clairement, ils m'ont mis 20 parce que à ce moment-là, je pense qu'ils valorisaient les élèves qui prenaient la peine en fait de faire l'option, de passer l'option, de la préparer, etc. Et je crois que j'ai découvert la veille, je crois, de l'épreuve en fait, que notre présentation était en anglais et les questions ensuite étaient en anglais. Je crois, je sais plus ce que j'avais compris, mais pas ça au départ, et j'étais en mode ah mais en fait notre présentation on la fait pas en français ou autre. Et du coup voilà, donc le projet c'est vraiment de se préparer à fond. Moi je vous recommande de prendre l'anglais même si vous n'avez pas un bon niveau, parce que même si vous ne préparez pas, ça reste quand même néanmoins faisable, et c'est pas un très gros temps de préparation non plus en fait, parce que si vous préparez à l'avance un petit texte pour expliquer votre projet, qui vous êtes, vos études, tout ça en anglais, pourquoi vous voulez faire ce métier, ça vous gagne quand même des points, et c'est un texte que vous pouvez plus ou moins apprendre par cœur et qui sera valorisant quand même, donc ça c'est quand même sympa. Et moi je me souviens que j'avais tellement tout dit dans ma présentation orale que quand on en est venu à autant de questions, en fait elles avaient plus assez de questions, mes examinatrices, pour remplir le temps. Donc on en était vraiment à un stade de on va faire du remplissage en anglais, et donc elles m'ont demandé de parler de mes voyages, etc. Et moi j'étais à l'aise, ça m'allait bien, mais voilà. Des fois si on dit tout, ça évite aussi qu'elles vous posent des questions en anglais sur de la pédagogie aussi, ça peut être pratique de pas devoir revenir dessus ensuite. Donc j'avais pris l'épreuve d'anglais que j'ai passée le mercredi, je crois que j'ai dû faire une épreuve, l'anglais, et les deux autres épreuves, sachant que c'est par deux. Donc d'abord j'ai dû commencer de mémoire par l'épreuve de didactique, maths et français. Ça s'est pas hyper bien passé, ça s'est pas hyper mal passé non plus. C'était un peu loin de chez moi, donc déjà le trajet à mémoriser, à y aller, etc. un peu stressant. Et c'est vrai qu'on n'avait pas encore, je pense, assez de recul sur les épreuves pour vraiment bien savoir ce qu'il faut dire, etc. Et c'est pas non plus les deux épreuves que j'avais le plus préparées, la partie didactique à l'oral, puisque juste avant on nous avait préparé pendant 2 ans de master à faire ça à l'écrit, donc compliqué. Malgré tout, il y a eu. En maths, je suis tombée sur un sujet que j'avais préparé à l'INSPE, et pas dans la même morceau de séquence. C'est-à-dire que je suis tombée de mémoire sur les fractions
en CM1, CM2, quelque chose comme ça. Alors c'est des très vieux souvenirs, donc ne m'en voulez pas si ce n'est pas exact, mais et j'étais tombée je crois en fin de séquence alors que moi j'avais fait le début de séquence, etc. Donc c'était un peu mélangé dans ma tête, et surtout de mémoire je n'aimais pas les documents proposés par les examinateurs, par le sujet. En fait on a des documents et souvent on vous dit de utiliser ces documents là parce qu'on va jamais vous donner un document vraiment merdique. Donc on va toujours vous donner quelque chose qui peut être un bon support si vous savez l'utiliser, mais on a tous des choix pédagogiques différents, on a tous des préférences particulières sur comment on aborde certaines choses, et ce qui avait été proposé de mémoire c'était pas ce que j'aurais préféré. Plus, il faut aussi être conscient qu'on prépare d'abord les deux sujets sur un temps en salle, en silence, en surveillance, et après on passe à l'oral devant un petit jury en tout petit comité. Sauf que, ne faites pas comme moi, après ça dépend de vous, mais j'ai fait le choix de préparer d'abord les maths, je crois, à l'écrit, puis préparer le français, et à l'oral j'ai d'abord présenté le français puis les maths. Et donc en fait la matière maths globalement, je l'avais vu il y a très longtemps, puisqu'entre temps j'ai eu le temps de préparer le français, le passé, etc. Donc quand tu retombes dans les maths, et t'es en mode waouh, qu'est-ce que j'avais prévu déjà il y a 3 heures. Et quand j'ai été face à ce que j'avais préparé et prévu dans ma séance, et etc. à présenter, j'étais moi-même plus convaincue de ce que j'avais fait. Et c'est normal, on n'avait pas de recul, on n'a pas encore l'habitude, et c'est plutôt positif de prendre du recul et de se dire voilà, ce que j'ai préparé il y a 3 heures, je suis plus exactement d'accord à ce que j'avais prévu, mais je vais vous le présenter quand même parce que je vais pas improviser là tout de suite pour mon oral, mais voilà. Donc ça amène plus de questionnements, plus de choix, et du coup c'était peut-être un peu plus vacillant, donc c'est pour ça que j'ai dû avoir peut-être 10-12, quelque chose comme ça. Pareil en français, la note est commune, donc je crois que j'ai dû avoir 12 peut-être pour les 2 épreuves. Français ça s'est un peu mieux passé, et j'ai senti en fait qu'il y avait des choses que j'avais oublié de dire, donc ils ont essayé de m'orienter sur les questions là-dessus, mais du coup j'entendais la question et je me disais ils m'orientent là-dessus, et effectivement c'est vrai je l'ai pas dit, donc ça m'a aidé dans le sens où je savais où j'allais, je savais sur quoi je rebondissais, alors qu'en maths c'était un peu plus compliqué j'ai trouvé. Donc ça c'était pour la partie maths français. Après il y a eu l'anglais qui était très rassurant, ça s'est très bien passé, j'étais très heureuse, plus les gens qui étaient présents, on était un petit groupe à passer, il y a des gens que je retrouvais, que j'avais déjà vu à la fac, il y a des gens que on pouvait se dire un peu en rigolant quand on attendait de passer l'anglais ou d'attendre le résultat ou je sais plus, de se dire peut-être que après le concours on se reverra dans des écoles ou autres, ou des fois on faisait des paris en mode allez combien de personnes dans cette salle vont l'avoir. Donc c'était bonne ambiance, c'était assez sympa pour l'anglais. Et il y a aussi le fait que l'épreuve d'anglais et le dernier jour l'épreuve de PS et de connaissance du système éducatif, d'entretien plutôt, je les ai passés à l'INSPE. Et comme l'INSPE on connaît bien, c'est là où on a eu quelques cours, et donc en fait c'est un lieu connu, donc ça te rassure aussi d'être dans un lieu que tu connais, qui est familier, où tu te dis c'est un peu la maison, on est à l'école, tout va bien. Donc ça c'était chouette aussi, et on mourait de chaud, donc en termes de tenue, compliqué. Pour finir sur les épreuves, EPS, entretien connaissance du système éducatif, ça s'est très bien passé. J'étais très contente, j'étais dans mon élément, j'étais sûre de moi, je savais quoi dire, et j'ai pu rebondir sur plein de choses parce que les membres du jury se présentent, et c'est très important de bien entendre c'est quoi leur poste, c'est quoi leur spécialité, d'où ils viennent. Parce que certains vont être spécialisés en SECPA, certains vont être spécialisés sur la différenciation, ou des petites choses comme ça, et si on arrive à rebondir dessus, ça leur fait plaisir, ils voient qu'on connaît, qu'on s'intéresse, et du coup ça améliore un peu notre vision en tant que candidat. Donc ça c'est hyper important. Et alors si je retrouve les sujets, alors ça date vraiment. En EPS, j'ai dû tomber, je crois, sur quelque chose que je connaissais. De mémoire, j'ai dû tomber sur de la maternelle du cycle 1, sur les jeux collectifs. Donc très bien, c'est ce que j'avais préparé à l'INSPE aussi, que j'avais présenté aux camarades. Donc hyper dans mon élément, un petit jeu Minute dans la bergerie, la rivière au crocodile, plein de choses possibles et imaginables. Donc ça, je n'étais pas en peine. Donc très bien, je crois que c'était la rivière au crocodile. Donc qu'est-ce que je pouvais faire pour différencier, pour simplifier ou au contraire complexifier la situation pédagogique, etc. Hyper cool. Et ensuite, il y avait en connaissance du système éducatif, sachant qu'à l'époque, on parlait encore pas mal de ça, avec la loi venait de changer, entre guillemets, sur les accompagnants, les encadrants, qu'on aille au cinéma ou à la piscine, par exemple, si le lieu, en fait, n'accepte pas les parents voilés. Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis d'un parent accompagnateur qui voudrait accompagner dans ce genre de lieu culturel? Voilà.
Donc globalement que techniquement un parent accompagnateur par exemple au cinéma peut totalement venir en étant voilé puisque ce n'est pas un membre de l'équipe éducative, c'est un parent accompagnateur, il n'est pas responsable des élèves, donc il est libre de venir au cinéma tel qu'il est. Alors que à la piscine, et j'ai nuancé mon propos en disant ça dépend quand même des lieux selon les lieux parce que des fois il y a des raisons de sécurité qui font qu'on doit avoir une tenue adaptée, et j'ai parlé notamment de la piscine parce que si un parent accompagnateur qui vient à la piscine, attention, pour venir au bord de la piscine, ça je l'ai appris après du coup en étant formée plus tard après le concours, mais bref, que un parent accompagnateur à la piscine n'a pas le droit de venir au bord du bassin. Il n'a pas le droit de venir ne serait-ce que dans les gradins et de voir une séance de piscine, il doit rester dans les vestiaires. Voilà. Les pauvres parents accompagnateurs doivent s'ennuyer à mourir. Je trouve ça un peu dégradant pour eux parce qu'ils font l'effort de venir nous accompagner et ils voient rien de ce qui se passe, donc c'est très dommage. Mais c'est comme ça pour être au bord du bassin selon les piscines, etc. Et pour vraiment avoir le droit de venir à côté du bassin, il faut que le parent passe une agrégation. Et dans ces cas-là, si le parent est agrégé, il doit se soumettre aux règles d'hygiène de la piscine. Et donc par exemple, si c'est un parent voilé, ne pas porter son voile dans ces cas-là. Donc plein de petits détails comme ça de législation, mais qui montrent qu'on est conscient des enjeux, qu'on connaît la place de chacun, que c'est toujours toi qui es responsable du groupe, même si tu as des parents accompagnateurs d'un point de vue légal. Et de mémoire, je crois qu'à cette époque, j'avais ce focus en fait sur la sécurité parce que j'étais en alternance et que c'est un des points qui m'avait choqué, qui m'avait marqué en tout cas le plus, c'est légalement on est responsable de la sécurité émotionnelle et physique, de l'intégrité physique des élèves. Et tu te dis c'est beaucoup sur des petites épaules de jeunes étudiantes de 20 et quelques années, et j'étais en mode à l'époque t'es légalement responsable d'eux, et c'est ok, c'est des enfants et tout, et voilà, mais s'il y a quoi que ce soit, c'est toi en première ligne en fait, donc c'est compliqué. Pareil pour les exercices d'alerte attentat intrusion qu'on fait dans les écoles régulièrement, quand t'es enseignant, c'est ton jugement si tu estimes dans la situation que tu peux ou non fuir avec tes élèves, si la situation le permet ou non, mais que tu sois seul décisionnaire sur le moment parce que on est dans l'urgence, c'était compliqué à admettre et à se dire t'es un peu seul face à ta décision quoi, et il y a peut-être des vies en jeu quoi. Pareil des fois de emmener tel et tel élève en sortie scolaire s'ils sont ingérables, si on sait que c'est difficile, si c'est des cas particuliers, la question peut se poser des fois. Et c'est plein de choses desquelles il faut être conscient dans le métier quand même si au départ on n'est pas juste on est censé être enseignant et enseigner. Le métier est un peu largement plus large que ça, et j'étais en mode trouver aussi sa limite entre on est enseignant et mon métier s'arrête là, je ne suis pas assistante sociale, et donc à quel moment je passe le relais à quelqu'un d'autre, à quel moment je signale, etc. Et j'ai pu parler de choses qui ont été effectivement vues en stage et que j'ai pu mettre en pratique aussi, et qui m'ont beaucoup aidé à l'oral. Je me souviens que j'ai dû parler d'un élève, je crois qu'il y avait aussi une question de sécurité, de comment vous faites face à un élève qui se met lui-même en danger et met en danger les autres. Et j'ai dû parler d'un cas concret que j'avais vu en stage où j'étais juste stagiaire, et normalement ça n'arrive pas, mais c'était un élève très particulier qui pouvait faire des crises très violentes, et qui pouvait être violent envers lui-même, envers les autres, vraiment à pouvoir se jeter dans les escaliers clairement. Et on m'avait dit en stage avec mon camarade stagiaire si vous êtes le plus proche, la titulaire de la classe nous avait dit ça, si vous êtes le plus proche et qu'on est vraiment dans un cas où il n'y a pas d'autre solution, et on essaie de ne jamais en arriver là, elle nous avait dit n'hésitez pas, elle nous avait encouragé, parce que normalement on ne le fait pas, à maintenir ou contenir l'élève, le contraindre physiquement. C'est violent, on va pas se mentir, ça ne devrait pas arriver. Malgré tout, il y a des élèves qui sont dans un système lambda et qui n'ont rien à y faire ou qui ne sont pas adaptés pour, et que le système n'est pas adapté à eux. Et forcément, ça ne peut pas bien se passer toujours. Il y a des éléments déclencheurs, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Il y a aussi plein de choses qui peuvent se passer dans la vie des élèves qui font que ce jour-là, il va être particulièrement difficile, ou ça va être particulièrement compliqué, voilà. Et il y a eu le cas une fois où cet élève, du coup, a commencé à courir dans le couloir en voulant pousser tous les camarades, alors qu'on était juste en haut d'un escalier un peu dangereux pour aller en récréation, et il a fallu l'arrêter parce qu'il s'est littéralement jeté par terre. Et donc pour que ne serait-ce lui-même ne se fasse pas mal et ne se cogne pas la tête ou autre, il a fallu un moment l'aider, le relever et le contenir. Plus il y a des enfants qui ont besoin d'être contenus pour être rassurés, alors c'est très spécifique à certains troubles, mais bref. Et que effectivement j'ai pu verbaliser que
il y a des situations dans lesquelles t'es amené là-dedans, même si c'est ton dernier recours et qu'il y a plein d'autres choses à faire avant et que en théorie, ce n'est pas ton rôle et tu n'es pas censé en arriver là et à passer franchir cette barrière-là. Mais voilà, donc c'est plein de petits détails, il y a des jurys qui aiment pas, etc. Ça dépend, c'est à vous de vous adapter à qu'est-ce que vous avez vu dans votre situation, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant comme situation, qu'est-ce qui vous a marqué. Moi, ce que j'ai pu mettre en avant, c'est que du coup, je mettais un gros point d'importance sur la sécurité physique des élèves. Parce qu'il y a plein de moments où en fait c'est compliqué. On se rend pas compte mais c'est compliqué. Il y a eu un stage quand j'étais en licence, en CM, on m'a laissé seule avec 2-3 élèves maximum l'espace de 5 minutes, le temps que l'enseignante descende en récré, récupérer les autres et remonte avec. Et les élèves ont cru que c'était une bonne idée de faire coucou aux camarades en bas depuis le 3e étage et donc par la fenêtre ouverte puisqu'on était en juillet et qu'il faisait hyper chaud, de se pencher par la fenêtre en étant debout sur une chaise. Bah c'est ce moment-là en fait où tu n'as pas envie d'être là et t'es en mode alors non on va pas faire ça, tu vas descendre tout de suite et tu mets l'élève en sécurité en fait. Mais c'est que des petites choses comme ça qui peuvent tourner à l'accident et il faut toujours penser à tout. Pareil quand tu fais une sortie scolaire, avoir vu le chemin en avance, prévoir son trajet, prévoir un plan de secours, avoir prévu des groupes avec des responsables de parents d'élèves, leur dire bah tel élève vous le gardez toujours à la main ou qu'ils sachent en fait qu'ils aient un point de repère, qu'ils sachent eux aussi le trajet que tu fais, qu'ils aient ton numéro en cas de problème si vous êtes séparés ou autre parce que ça peut arriver. C'est rare, on fait en sorte que non mais ça peut arriver donc comptez toujours les élèves etc. Donc voilà et je pense que ça leur avait plus ce point de détail là. Plus c'est vrai que j'étais peut-être plus mature que d'autres camarades de ma promo qui étaient beaucoup plus jeunes vu que j'ai redoublé. Bah il y a un moment où ça devient un avantage. Faut bien que ça serve à un moment quand on sait en faire une force, voilà. Donc voilà, ça c'était pour la partie EPS et connaissance du système éducatif. J'étais très à l'aise avec le jury, ils ont été sympathiques, on a pu faire un petit peu de blagues, enfin c'était bonne ambiance, voilà. Plus il faisait chaud, c'était en fin d'après-midi, c'était la fin du concours, vraiment c'était les derniers jours, donc il y avait des jurys plus sympas que d'autres, mais c'est vrai que par exemple le jury de maths et français était très opaque, très opaque. Première épreuve, ça nous a mis un petit coup de... Effectivement, on ne sait pas ce qu'ils pensent, on ne sait pas où est-ce qu'ils en sont parce que ils ne laissent rien transparaître et c'est normal, mais ça peut être un peu déstabilisant, il y a des gens qui auraient besoin d'être rassurés, etc. Mais partez du principe qu'ils seront très neutres, qu'ils vont rien vous montrer et qu'il faudra tenir bon coûte que coûte. Alors, pour revenir juste sur le concours, parce que j'avais noté apparemment il y a longtemps des petits conseils que je voulais vous dire, donc on va pas partir sans. J'avais noté de s'entraîner en temps et conditions réelles du concours au moins une fois, notamment à l'écrit et à l'oral si possible aussi, ne serait-ce qu'en faire un, ne serait-ce que pour voir comment on gère son temps, comment on s'organise et où est-ce qu'on en est nous par rapport à là où on doit être. Est-ce que vraiment je sais et je suis trop lente ou est-ce que tout roule ou alors est-ce que je suis trop rapide ou est-ce que je bâcle, est-ce que j'ai du mal sur tel point, formuler mes phrases, bien présenter, est-ce que c'est le stress qui va me bloquer, est-ce que c'est la gestion du temps, est-ce que c'est la compréhension du sujet, est-ce que juste j'ai pas encore assez de connaissances pour pouvoir réajuster au fur et à mesure. Ensuite j'avais noté de lire les rapports du jury de votre académie. Chaque académie a ses critères, son jury et des fois ses épreuves à part entière parce que à Grenoble par exemple, les épreuves de PS pendant très longtemps, et je sais pas si c'est toujours le cas, mais avaient des supports vidéo. Ce que nous, à Lyon, on n'a pas du tout. Donc ça dépend, renseignez-vous. Des fois, il y a des petites choses, voilà, il y a des académies qui sont un peu chauvines et qui préfèrent vraiment avoir des candidats qui viennent du secteur, etc. Donc voilà, c'est à savoir, à se renseigner. Et lire les rapports de jury, ça vous permet d'être au clair avec les attentes des jurys de votre secteur. Parce que on nous a dit en fac que l'éducation nationale, il y a beaucoup de pilotage à petite échelle, par secteur, etc. C'est très sectorisé. Parce que, effectivement, la réalité du terrain fait que ce n'est pas du tout la même chose d'une rue à l'autre, d'une école à l'autre, même dans une même ville, dans une même circonscription. Et on a besoin de pouvoir adapter localement et c'est hyper important finalement. Donc voilà, adaptez-vous à ça, regardez les jurys de votre académie, lisez les rapports, ça va des fois être au clair sur plein de choses. Pareil, on a parlé des oraux. Ayez conscience que la note que vous allez avoir aux oraux ne reflète pas forcément votre prestation. C'est très frustrant, mais c'est pas un concours de on note une prestation et c'est ok. Non, ce n'est pas ça, c'est un concours de recrutement. Donc ils sont là pour recruter et décider si ils vous embauchent ou non. Le jury est là pour ça. Donc oui, ils vont juger votre personne, ils vont juger votre façon de présenter, ils vont juger votre façon de vous exprimer et votre façon de réfléchir. Et est-ce que vous êtes prêt pour
le concours là, est-ce que dans 3 mois, vous êtes prêt à être mis devant une classe et à la tenir de bout en bout? C'est ça la question que eux se posent. Et donc s'il y a trop de doutes, trop d'hésitation, trop de je suis pas sûre, il faudrait que je cherche ou autre, on a le droit de devoir chercher de temps en temps et de dire je sais, si vous ne savez pas une information, n'hésitez pas à dire là tout de suite je ne me souviens pas de l'information, mais je sais où aller la chercher. Et dans ces cas-là, citer des textes officiels, savoir que montrer que vous connaissez des choses, que vous savez. C'est hyper important, c'est le but de cet entretien. Et il y a des jurys qui sont là pour trancher. Donc, des fois, il y a des jurys qui vont vous mettre 10 parce qu'ils sont pas sûrs, c'est moyen, donc ils attendent de voir et ils feront... Le reste de vos notes fera pencher la balance. Il y en a qui vont vouloir trancher, qui sont en mode ok, on est convaincu, et donc et donc ce candidat, on va lui mettre par exemple 18-20. Non pas que la prestation était particulièrement excellente, mais parce que vous avez été suffisamment convaincant pour dire lui il est prêt, même s'il a pu se tromper et dire ça ou ça par exemple, lui il est prêt, il est ok, il est suffisamment capable pour gérer dans 2 mois. C'est ça qu'il faut montrer, et donc des fois ils vont à l'inverse vous saquer parce qu'ils auront senti une trop grande fragilité, et donc il y a des fois pour trancher ils vont vous mettre peut-être des fois 4, 5 ou une note éliminatoire pour que vous ne passiez pas. Et il faudrait être conscient de le dire, de pas le prendre personnellement dans le sens ça ne reflète pas votre travail et votre prestation. Peut-être que votre prestation effectivement méritait plus, mais ils ont fait un choix par rapport à ce qu'ils ont vu de vous à ce moment-là. Ça peut être violent de se dire qu'ils jugent l'humain, mais c'est ce qui se passe dans un entretien d'embauche. C'est un entretien d'embauche qui certes a une forme particulière, mais si on voit que la personne elle tient pas la route par rapport à ce qu'on va demander, ça va pas passer. Donc ils vont trancher sur une note, même si c'est un peu entre guillemets tricher votre note, ça reste pas un concours qui est là pour mettre quelque chose de juste. Faut rester réaliste vis-à-vis de ça. Maintenant qu'on a un peu de recul sur le concours, etc., regardez toujours des annales, regardez toutes les annales que vous pouvez trouver, que ce soit des oraux, des écrits. Je sais qu'à l'oral récemment, il y a ces dernières années il y a comme un panel de sujets, mettons de 80 thèmes de sujets, et ils tournent là-dedans, ils changent au fur et à mesure de chaque candidat, etc. Et donc, avoir accès à ces sujets, les lire, savoir ce que les autres ont pu avoir et pu répondre, ça sert beaucoup. Donc ne faites pas d'impasse sur des points importants, ne faites pas d'impasse sur toute une épreuve, voilà. Ensuite, il y avait comme conseil de commencer à réviser très tôt, surtout rapport au concours et non pas par rapport au master, parce que effectivement, moi j'ai eu l'ancienne version du concours puis la nouvelle, donc on a préparé le concours pour 1 an de master 1, dans l'espoir d'avoir l'ancienne version du concours, ce qui ne m'est pas arrivé, mais voilà. J'étais pas si loin, et j'aurais pu, je pense, si je m'étais pas effondrée un moment, mais peut-être que si ça s'est passé comme ça, c'est que je n'étais pas prête, et ça s'est très bien ensuite passé par la suite, donc écoutez, tant mieux pour moi. Mais gérer l'échec, c'est pas toujours facile, et surtout, le concours prend beaucoup de temps. Le master prend beaucoup de temps. Il y a maintenant le choix de l'alternance que moi j'avais pris et je ne regrette pas du tout, et au contraire je le conseille parce que ça apporte d'être sur le terrain, des conseils en plus, un référent en plus, des collègues, un début de réseau et de choses à mettre en place, à voir ce qui est possible, et ça vous aidera pour les oraux et la partie didactique, et c'est hyper important d'être dans le métier le plus tôt possible. Mais c'est vrai que c'est une charge de travail qui vous tombe dessus en Master 2 d'un coup, et moi j'ai eu de la chance d'avoir préparé le concours en Master 1 et parce que en fait j'ai étalé ma charge de travail. Donc si vous avez l'occasion, dites-vous qu'il faut commencer à réviser le concours le plus tôt possible pour pouvoir être plus tranquille ensuite et moins dans le rush par rapport au master, les dossiers à rendre, le mémoire aussi, et l'alternance si vous voulez la faire. Maintenant, le concours risque de passer en licence 3 et aussi en master 2. Enfin, c'est un bazar cette réforme. On n'a pas encore tant de nouvelles que ça officielles, mais il y aura 2 concours, et quand on voit les sujets zéro du CRPE pour les licences 3 est déjà sorti, bon, sans vouloir exprimer entièrement mon avis, il est extrêmement facile par rapport au concours qu'on propose à des master 2. Il n'y a que 2 ans d'écart et encore un peu moins en termes de formation. L'écart est immense entre les 2 concours, c'est absolument honteux, et je ne vois pas comment des élèves de licence 3 qui passent le concours vont peut-être l'obtenir mais du coup ne pourront pas enseigner tout de suite, devront quand même faire le master derrière pour se former. C'est ridicule, parce que ça veut dire qu'ils vont devoir vous juger à l'oral sur un être en devenir. C'est-à-dire que vous n'êtes pas encore formé, mais ils vont devoir parier sur l'avenir entre guillemets de là selon vos connaissances à peu près, est-ce que vous êtes plus méritant, est-ce que vous avez plus de potentiel pour devenir l'enseignant qu'on espère par rapport à un autre. Ce qui est déjà très absurde et conceptuel. Déjà que c'était déjà pas simple de juger 2 candidats l'un par rapport à l'autre, de est-ce qu'ils sont prêts les 2 l'un par rapport à l'autre. Donc là c'est par rapport à ce que vous serez après votre formation au fur et à mesure du terrain, c'est très compliqué quand même. Donc bref, peu importe
importe, mais sachez que les sujets zéro sont sortis, consultez-les, regardez ce qu'on demande, c'est toujours intéressant à avoir. Pareil, si vous avez des difficultés vraiment, des grosses difficultés en maths, en français, sur tout ce qui est niveau brevet, collège, lycée, prenez des cours particuliers, n'attendez pas, rattrapez votre niveau avant de devoir commencer les cours, parce que on est là pour travailler un métier, un peu un concours, mais c'est beaucoup de préparation personnelle, et si vous n'avez pas le niveau, les autres ils l'ont déjà, donc on va avancer au rythme du groupe dont il y a besoin, et pas pour les derniers qui sont en retard. Donc rattrapez le plus possible votre retard si vous avez vraiment des grosses lacunes. Et enfin, dans les bibliothèques universitaires, c'est toujours la guerre des livres, notamment avant les oraux. Donc moi je vous conseille de faire comme moi j'ai fait. Je suis passée à la toute fin zéro, mais j'ai eu tous mes livres chez moi, de la bibliothèque empruntés, et sans doute il y a plein d'autres camarades qui ne les ont pas eu du coup, mais c'est premier arrivé, premier servi, avant que les dates des oraux ne tombent, que les convocations commencent à être envoyées. Si vous savez que les convocations vont commencer à tomber à partir de, mettons, lundi, passez à l'université, à la bibliothèque, récupérez les livres de préparation pour les oraux avant, parce que les gens vont se réveiller à la dernière minute, ils vont se dire oh, je suis convoquée dans 3 jours, dans une semaine, il faut vite que j'emprunte les livres. Sauf qu'on est tous à vouloir faire ça, et les livres de bibliothèque universitaire, on peut les garder 2-3 semaines, les prolonger des fois, donc peut-être que le temps que la personne d'abord rapporte le livre, ce sera trop tard pour vous. Donc empruntez vos livres à l'avance. Voilà, si vous ne voulez pas acheter, et ce que je comprends très bien parce que c'est très cher pour des livres qu'on va pas réutiliser, qui se revendent finalement pas si bien que ça, empruntez-les à la bibliothèque, mais faites-le en avance. Voilà, c'était mon dernier conseil. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, plu, je ne sais pas, on aura enfin fait ce bilan après toutes ces années. Que dire, voilà, je vous souhaite d'avoir le concours quand vous serez prêts, et de ne pas lâcher l'affaire si c'est ce que vous voulez vraiment. Voilà, prenez soin de vous, ciao ciao.